Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je remercie déjà ceux qui vont m'accompagner dans cette mini-conférence de patriotisme et de l'intérêt général. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, souvenez-vous, entre 2005 à 2010, où le dictateur Denis Sassou Nguesso nous vendait le Congo pays émergent avant 2025. La suite, on la connaît. Vous le savez que dès 2013, j'avais publié dans mon blog que le Congo sera le pays submergé avant 2025. Puis relayé dans les vidéos à partir de 2016, 2017 et 2018 et jusqu'à nos jours. Donc, j'avais alors dit ceci. J'avais alors mis en valeur une quinzaine de critères de pays émergents. Je disais que Denis Sassou Nguesso est non seulement un escroc politique, mais aussi économique. Comment devenir un pays émergent? J'avais alors pris l'exemple de la Corée du Sud, qui après cet article-là, on a vu par-ci par-là en Afrique, prendre ça comme exemple. J'avais publié dans mon blog à l'époque de Congo Objectif 2050. J'avais alors défini 14 ou 15 critères. Je peux vous en citer déjà au moins 6 critères. Je dis comment devenir un pays émergent avec un dictateur France-Afrique anti-État, anti-souveraineté des peuples. 2. Comment devenir un pays émergent où l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche sont au quart monde. Denis Sassou Nguesso l'avait avoué, ou l'avoué plusieurs fois dans les vidéos, que quand il était arrivé au pouvoir par le coup d'état politique de 1979, le Congo avait un taux de scolarisation le plus élevé, parmi les plus élevés d'Afrique. Et il avait commencé à fracasser l'éducation nationale au Congo. Il a dit que nous avons commencé à fracasser l'éducation nationale au Congo. Et la suite, on la connaît. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient dans ces années 80, des Sassou Nguesso 1, à l'école, comparé à ce que vous avez vécu sous le président Fulbert Youlou, Massamba Deba et puis Marine Ngouabe. Mais depuis Sassou Nguesso, j'avais des classes de première A au lycée Chaminade, allant jusqu'à 60 élèves en première A pour enseigner la biologie. En première C, pareil, jusqu'à 60-70 élèves. En terminale D, qu'ils enseignaient. Vraiment, c'est vraiment. Donc, on voyait bien que ça soit commencé à... Mais non. Comment vous pouvez devenir pays émergent? Là, on détruit la formation de la matière grise. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible. Et depuis son coup d'État, jusqu'à nos jours, on voit que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche sont au quart monde. Comment devenir un pays émergent lorsque le dictateur pêche la formation professionnelle ou la formation d'une main-d'œuvre qualifiée? On le voit au Congo, on n'a pas formé des gens adaptés aux besoins du pays. On n'en a pas. Parce que le dictateur n'en veut pas.
Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, si vous avez quelqu'un qui déteste l'éducation nationale, comme l'a prouvé plusieurs fois, celui qui déteste ce pays, ce peuple, la suite est logique. Devenir un pays émergent, quatrième critère sur les 15 que j'avais sélectionnés, je vais vous en citer ici que 6. Le quatrième critère, c'est surtout les indicateurs macroéconomiques. Vous avez 3 indicateurs qui sont très importants en termes de macroéconomie. Le premier, c'est la balance commerciale, import-export. Quand on crée des richesses, on importe moins et on exporte plus. Donc on crée des devises, on crée de la richesse, on crée de l'emploi et autres. Mais nous, hors le pétrole, en termes de balance commerciale, c'est seulement le pétrole. Hein. Même le bois est géré dans l'opacité totale. On ne produit rien. Il n'y a que l'économie de la vente du pétrole. On ne produit rien. Et donc, au niveau de la balance commerciale, nous, le Congo serait déjà, bon, pour ces questions, on se dit qu'on a des taux de croissance de 5 à 8, 7, 8%, mais c'est seulement lié à cette balance commerciale là qu'on exporte le pétrole, qu'on vend le pétrole dans l'opacité totale, ce qui crée. Mais en termes de 3 indicateurs, si on additionne les 3 indicateurs macroéconomiques, mais notre pays est toujours resté en récession ou en régression. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'investissement, qu'il soit public ou privé. Privé, c'est que le pays est attractif. Les gens viennent investir dans votre pays. Or, ils viennent là, c'est bon pour l'économie d'exploitation des matières premières. Il n'y a personne qui vient investir dans un pays où on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Certainement pas. Donc là, au terme de taux d'investissement, il reste que l'investissement public. Et cet investissement public est fait avec la dette, puisque les ressources du pétrole, c'est pour mettre là dans la poche, les liquidités, c'est pour eux, les biens mal acquis et autres. Mais nous, on est avec le FMI, et les dettes et les banques mondiales pour creuser la dette. Donc il n'y a pas d'investissement public, puisque cet investissement avec les infrastructures de merde, c'est fait avec la dette. Or, où va l'argent du Congo? Où va l'argent du CESA? Donc pour les économistes, ils doivent comprendre ces choses-là, ils savent très bien. Mais enfin, le troisième indicateur, c'est le taux de consommation intérieure. Mais regardez, au pays où il y a des arriérés de bourse, de pensions, retraite, des salaires de fonctionnaires, et même au niveau du privé, bon, le secteur est informel. Il n'y a pas quelque chose de structuré organisé. Donc, en tenant compte de ces 3 indicateurs-là, comment vous pouvez devenir un pays émergent? Parce que je suis allé sommairement sur ces 3 indicateurs, balance commerciale, le taux d'investissement et surtout le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, bon, vous imaginez ce qui se passe au pays là-bas avec les bourses, les salaires et autres. Donc, on ne peut pas soutenir la consommation intérieure et donc le pays est en récession. On importe en termes de balance commerciale, donc l'alimentaire, produits alimentaires et tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. C'est structuré organisé pour que nous soyons dans la dépendance. On a des terres, le pays, le Congo, attendez, le pays est béni. Souvenez-vous des années, Youlou, Massabadebe, Marangwabi, on mangeait à notre faim. On était, attendez, c'est pas possible. Donc nous avons un ennemi là qui parle de pays émergents. Donc, en tenant compte de ces indicateurs macroéconomiques, donc vous imaginez là où nous sommes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, devenir un pays émergent, là où on ne valorise pas la matière grise, ben oui, il y a la fuite des cerveaux. Ils sont tous à l'extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, il faut désactiver vos fonctions cognitives. Il faut désactiver vos fonctions cognitives. Donc l'intelligence est suspecte. Donc on doit être qu'au niveau de Sassou Nguesso. La suite, on la connaît.
Le pays est devenu un haut lieu de sorcellerie, d'immoralité, euh, de, de tous ces comportements antisociaux et criminogènes et autres. Vous allez devenir un pays émergent comme ça. Le sixième critère que j'avais défini, c'est sa propre monnaie. Comment nous allons devenir un pays émergent dans la zone franc CFA? C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. Écoutez, soyons logiques. Si vous travaillez pour gagner 100 dollars, sur ces 100 dollars-là, 20 dollars revient à vous qui avez travaillé. Les 80 vont à celui qui nous pique ça, la France-Afrique. Sur 100 francs CFA que nous produisons au pays, nous n'avons qu'en termes de revenus 20 francs CFA. Donc si vous multipliez beaucoup d'activités, vous vous enrichissez, c'est-à-dire si vous partez de, vous gagnez 100 dollars, donc les 80 dollars vont revenir à la France et 20 dollars à vous. Donc pour arriver à 100 dollars, vous imaginez, pour gagner 100 dollars, vous aurez déjà gagné combien? Faites vous-même les calculs. Donc, vous imaginez qu'on ne pourra pas s'en sortir avec le franc CFA. Donc, je m'arrête là et on peut encore multiplier les autres critères que je vous avais détaillés. Donc, il faut alors, j'avais alors conclu en 2014, c'est dans mes écrits, ils sont partout, hein, donc, et dans certaines vidéos, que le Congo sera submergé avant 2025. Et on connaît aujourd'hui submergé, c'est que le pays là sera dans les ténèbres avant 2025. La suite on la connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la mémoire se construit et se transmet. Pourquoi? Parce que un peuple qui n'a pas de mémoire commune, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie à la récurrence ou à la répétition des mêmes erreurs, des mêmes amalgames, de la repentance et surtout à la guerre des mémoires. Soit disant que Sassou, aujourd'hui, bon, certains viennent même contester mes analyses, que bon, souvenez-vous au temps de Lussuba, que, ah oui, mais à côté, attendez, monsieur, ou ces gens-là, moi je connais, il y a pas, je connais bien mon pays. Je connais bien mon pays. Je peux pas, je peux être fier de connaître bien le Congo, à mon âge, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue culturel. Je connais bien mon pays. Du point de vue géographique, du point de vue géologique, du point de vue hydrographique, point de vue écologique et autres, on peut en multiplier. Et j'en ai même prouvé pour certains qui sont ici dans la diaspora, dans les réseaux, quand ils publient certaines images du monde entier, parfois où se trouve cet endroit ou autre, moi je connais, je suis quand même un naturaliste. Donc sur ce plan, naturaliste, environnementaliste, donc sur ce plan, vous n'avez pas mes... Hein, comment distinguer le, le, telle pierre ou tel minerai ou telle forêt ou telle essence voilà donc je connais avec ma modeste expérience ou ma modeste formation. Donc je suis bien calé sur ces domaines-là. Donc on ne peut pas venir me dire, ah oui, mais ça me dire, oh, Ayatollah, tu connais que des trucs de l'Europe. Parce que je parlais de beaucoup de choses pour la France, que je connais aussi du point de vue géologique, de toute l'Europe. Hein. Donc on ne peut pas me parler d'Europe sans connaître, comme j'ai fait quand même, tu calé sur ce domaine. Bon, donc j'en parlais comme ça. Donc chaque fois qu'ils viennent chercher les amalgames, je les ramène, voilà, tu connais tel endroit du pays, ils ne connaissent pas. Moi, je connais. Donc c'est ça le savoir et la connaissance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le Congo, pays émergent avant 2025, la suite on la connaît. Le problème ou l'enjeu de cette vidéo est double.
déjà, éveiller les consciences. Et deux, mobiliser tout le monde pour qu'on puisse dégager ce monsieur. Parce que le dossier que j'ai parlé de pays émergents, tout le reste, c'était l'introduction. Voici l'objet du dossier. L'objet du dossier, parce que vous avez, par exemple, pu voir depuis, ça essaie de construire des infrastructures de merde qui tombent en ruine. Et donc, j'ai alors réfléchi voilà, ça, j'ai réfléchi là comme ça. Donc, je vais vous lire ça vite fait, hein, pour aller plus vite. Voilà, donc je cherche à aller plus vite parce que c'est une mini-conférence. Donc, je ne veux pas que ça dure parce que, bon, au pays là-bas, bon, ben, même pour 2 minutes, 3 minutes, tu dis que c'est trop. Bon, ben, donc, ben, je mets ici pour les gens qui sont dans la diaspora, qui puissent comprendre, pour partager le savoir et la connaissance, peut-être de transmettre aux uns aux autres là-bas au pays. Parce que pour moi, au pays, au Congo, quand j'étais à la fac des sciences, à l'université, quand j'ai rencontré n'importe qui, des gens ou autres, bon, je connaissais la personne, mais je ne connaissais même pas la personne, surtout quand il était curieux ou autre. Moi, je lui donnais toujours, venez, venez, tu où on va s'asseoir. Bon, comme j'ai l'année universitaire, j'étais vraiment très riche, voilà, donc j'étais vraiment riche, hein. J'étais, voilà, l'oncle bien positionné au pays, et donc je n'avais pas de problème d'argent, hein. Donc, moi, j'ai partagé les connaissances comme ça. Et donc, j'étais vraiment, quand je voyais quelqu'un, je me disais, je suis comme ça, viens, viens, on va s'asseoir. Bon, tu veux manger, tu veux faire quoi? Et si parfois la personne avait faim, on dit mange, mange, après mange, il mange, on discute. Je lui partage le savoir. Le savoir et la connaissance. Donc, beaucoup de familles là-bas ou des gens qui m'ont reconnu, ont dit ah oui, c'est monsieur Conti. Voilà, donc j'étais fiché comme ça. Ça s'est passé souvent, parfois à Wézé, parfois beaucoup à Mongali et, et à Bakongo. C'est là où c'était mon terrain de jeu. Voilà, donc vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le Congo, pays émergent en 2025. Quelle escroquerie politique et économique, ou même tyrannique. Par ailleurs, vous le savez très bien que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Vous savez que dans le passé, déjà le passé colonial, à l'échelle de notre pays, vous pouvez vous-même le constater, toutes les infrastructures coloniales sont en ruine. Presque. Vous voyez le chemin de fer Congo-Océan, le premier chemin de fer d'Afrique centrale, c'est ça, construit par les Français dans les années 1920. Ok? Et donc, ce chemin de fer, aller là-bas, voir, attention, je voyais dans un phare ouest. Donc, on peut en multiplier toutes ces infrastructures coloniales. Mais non, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que, comment les, les réhabiliter ou les démolir? On ne sait pas. Parce que là, les infrastructures là deviennent quelque part une charge inutile qui est là. Et comment nous allons travailler ces infrastructures là en fonction des enjeux déjà de développement de notre pays? Bon, donc Sassou Nguesso a abandonné toutes ces infrastructures coloniales qui sont tous en ruine. À ces infrastructures coloniales en ruine, il faut ajouter les infrastructures de merde de Sassou Nguesso là, qu'il a commencé par ces municipalisations accélérées. Et donc, ils ont commencé, je pense, depuis les années de 2005 ou je sais pas, les années comme ça, qui sont achevées en 2015 ou 16, je sais pas. Vraiment de la merde. De la merde. Donc, quand on fait les politiques d'infrastructures locales, ou autres, penser d'en haut et on agit en bas, voilà, c'est de la merde ce qu'ils ont à faire là. Donc, ces infrastructures-là sont tous en ruine. Ils tombent les unes des autres dans les ténèbres. Bon, de ce qui précède, bon, il faut se questionner. Est-ce que nous allons continuer à ajouter des infrastructures de merde aux infrastructures de merde? Puisqu'on a déjà des infrastructures coloniales
qui sont là. Parce qu'il faut se dire que dans l'Afrique équatoriale française, mais là où la France avait investi vraiment énormément, c'est chez nous, hein, au Congo-Brazzaville, puisque nous étions la capitale de l'Afrique équatoriale française. Nous étions plus, on avait bénéficié plus d'infrastructures d'Afrique centrale ou l'Afrique équatoriale française que le Gabon, le Cameroun, le Centrafrique et le Tchad. C'était chez nous. Mais allez voir, le Congo-Brazzaville avec ses infrastructures coloniales, ils sont tous dans la merde. Mais je ne sais pas comment la France qui soutient Sassou Nguesso voit ces choses-là, je ne sais pas. Maintenant, après, Sassou Nguesso a ajouté euh, beaucoup des infrastructures de merde qui sont déjà là. Parce que les infrastructures de Sassou Nguesso là, en plus ceux de coloniales là, qui tombent en ruine, mais c'est dangereux. Dangereux parce qu'ils sont dangereux déjà pour euh, la santé des uns et des autres. Parce on peut être, voilà, ça peut tuer, hein. Parce qu'il peut se couler comme ça. Même les bâtiments ou tout ce qu'ils ont construit là, c'est dangereux. Je ne sais pas, certains bâtiments, ou même les. Vous avez vu là, la, la corniche là autour de Brazzaville là. Elle a été s'est fondée elle-même. Et donc vous voyez que tout est des pacotilles. Ce problème-là est aussi pose beaucoup de soucis pour le budget de l'État. Aussi pour les nuisances visuelles. N'oublions pas les déchets. Et donc, nous, on s'est dit, face aux contraintes actuelles, puisque des discussions sont encore là, les infrastructures coloniales, là, il les a laissées. Maintenant, qu'il a construit, celles qu'il a construites, sont en ruine. Est-ce que nous allons laisser encore continuer à ajouter ça comme ça? Donc, on fait, et ça tombe en ruine, ça tombe en ruine, ça tombe en ruine. Non. Et puisqu'il est encore là, qu'est-ce qu'on en fait? Tout ce que ça soit construit, c'est vraiment que de la merde. Donc la responsabilité historique pour nous, peuple congolais, est engagée. Comment nous allons faire? Est-ce qu'il faut l'interdire de construire encore des trucs de merde? C'est tous ces projets-là. Les zones d'activité ou tout ce qui soit construit, c'est de la merde. Est-ce que nous allons continuer à les laisser euh, accumuler ces dangers-là? Parce que c'est du danger, hein. Toutes ces infrastructures de s'asseoir, c'est des dangers, hein. Donc, comment raisonner ces gens-là ou éveiller les consciences que, bon, vous avez volé, vous avez fait du mal et autres contre ce peuple, ce pays, mais stopper de continuer à faire des conneries, quoi. Parce que ça commence à bien faire, quoi. Vous imaginez que euh, quand ça sera parti, tous ces choses de merde-là seront vraiment des soucis. Déjà pour les administrations et le ministère de l'Environnement et du Développement durable ou tout ce qui sera autour de ce ministère-là, des administrations, le problème des déchets, le problème des écosystèmes qui sont là, qui sont déjà pollués, beaucoup de choses comme ça. Il n'y a que pollution là-bas, non? C'est pas possible. Allez voir autour de la région de Kwilu, surtout les problèmes de pétrole, des nappes phréatiques et tout. C'est vraiment catastrophique, catastrophique. Ça, c'est le vrai dossier. Le deuxième, c'est au niveau des administrations et ministères, par exemple, si on mettait le ministère d'aménagement du territoire et tous ces choses-là. Mais ce sera vraiment la casse-tête. Des administrations et le ministère de l'économie et des finances. Comment faire? Est-ce qu'on va réhabiliter ça ou démolir et autres qui vont. Attends, c'est. Non, stoppez. Dis non, non, stop, stop. Ne construis plus. Le ministère de la Santé, puisqu'il y a beaucoup. Attendez, c'est pas possible. Il y a beaucoup de problèmes de santé. Et surtout des maladies euh, métaboliques et surtout bon, des cancers et autres. Puisque, attendez, je ne vais pas vous en parler. Ça, c'est une catastrophe pour nous.
Donc, toutes ces administrations, les institutions et les ministères et autres, comment on va gérer cette problématique, c'est-à-dire cette bombe à retardement que ça va nous laisser là. Donc, pour l'instant, on peut lui demander de stopper de faire encore là, ou qu'il investisse dans la réhabilitation, ou qu'il met seulement l'argent dans la politique de vente, qu'on paie les fonctionnaires ou les gens, qu'il les construit ou des... Attends, c'est pas possible. C'est un dossier que j'ai préparé en une heure, mais c'est des idées qui sont venues comme ça. Je vous rappelle que l'argent du Congo de 2002 à 2015 aurait pu servir à beaucoup de grands projets, hein, comparé à ce qui passe ailleurs. Le Congo n'a jamais gagné autant d'argent au cours de ces 25 dernières années. Oh là là. Comparez vous-même les infrastructures d'Éthiopie, d'Angola, de Botswana, de Kenya, on peut en multiplier. C'est une malchance pour nous. Et donc quand on voit ça, on se dit, ah tiens, il faut faire de telle sorte qu'on le stoppe pour qu'il ne continue plus à faire ces choses-là. Qui peut voler les trucs, c'est pas grave, mais nous, le problème est de préserver nos paysages, qu'ils ne soient pas pollués par ces infrastructures de merde. Et qu'ils vont avoir des coûts d'amortissement, des coûts de... Attends, c'est pas possible. Donc, vous, Congolais, individuellement et collectivement, vous devez chercher à conscientiser ces gens-là, qu'ils arrêtent les conneries-là. À défaut, il faut les chasser. Il n'y a plus de choix. Donc, avant de terminer cette conférence, je vous dis que Sassou Nguesso va nous laisser une bombe à retardement au niveau de toutes les administrations. Et dans tous les écosystèmes de notre pays. Donc quand on voit de la Songa, l'Ikwala, la cuvette ouest, la cuvette centrale, les plateaux de Poule, la Lekumu, la Bouenza, le Nyari et le Kwilu, attends, quand on aime son pays, eh bien oui, c'est la raison pour laquelle vous devez avoir mon esprit. Mon esprit est le suivant. Et c'est depuis la nuit des temps. Donc j'ai 5 critères qui concernent mon esprit. Quand vous voyez Aya Tongala, c'est son esprit par rapport au sens de l'intérêt général. Le premier esprit que vous devez avoir, vous Congolais, c'est toujours être du côté du savoir, de la connaissance et chercher toujours à avoir l'expérience. Ça, c'est très important. Le savoir et la connaissance et l'expérience. Parce que le savoir et la connaissance vous libèrent. Le deuxième critère que vous devez avoir à l'esprit, c'est toujours l'esprit d'avoir les convictions. C'est très important. Et le sens de l'engagement. Le troisième, c'est le patriotisme. Parce qu'une fois vous avez ces critères précités et le patriotisme, vous ne pouvez pas trahir votre pays comme l'ont fait les Sassou et les Nguesso et tout ce monde-là, le système. Vous le savez bien que moi, je vous répète toujours ça. Quand j'étais à la faculté des sciences là, je dirigeais les mouvements de jeunesse estudiantine de l'UGC1, qu'on appelait Fédération nationale de la jeunesse estudiantine. J'ai rencontré des patriotes. Oh mon Dieu. Il y avait un Larry et il y avait aussi un Teke. Il devait être peut-être Bagangolo. Bagangolo Teke. Oh là là là. Il m'appelait président. C'est-à-dire les gens qui sont voués entre l'intelligence, le courage, l'engagement, autre. Je l'ai relancé. C'est-à-dire la FENAGES, là, c'est pas. Il a dit, Aya Toga, tu as le sens de synthèse. Tu as le sens d'arbitrage. Tu as beaucoup de choses comme ça. Mais et ils s'occupaient de l'organisation. C'est-à-dire la FENAGES, la fac des sciences, là. Avec les 12 secrétaires, il y avait 12 secrétaires à l'organisation, secrétaire au sport, secrétaire
aux finances, aux affaires académiques et autres. Donc on était là. On a fait vraiment, on a dirigé quelque chose de bien. Et les étudiants, c'est tout de la première année jusqu'à la quatrième année, à l'époque, géologie, de toutes les sciences, hein, parce qu'à la fac des sciences, dans la fac des sciences, il y avait les mathématiques, maths appliquées, maths pures, chimie, chimie pure, chimie appliquée. Il y avait la physique pure, physique appliquée. Il y avait la biologie animale, la biologie végétale, la filière biologie cellulaire et moléculaire. Il y avait la géologie. Il y avait aussi ce qui était concerné les sciences naturelles pour aller enseigner au lycée. Et donc, on va dire ça. Donc, j'ai organisé ça. Mais attends, ils ont fait du travail, mon boulot. C'est des sciences là. Donc, quand on retrouve avec les gens qui ont la même mission que vous, qui ont les sciences d'intelligence, voilà. Donc, c'est ça. Je dis, je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Donc, je suis dans ce sens-là. Vous devez avoir cet état d'esprit. Et donc, j'ai dirigé cette FENAGES à la fac des sciences là. C'était vraiment avec des gens vraiment qui avaient la volonté. Comme quand vous êtes entouré, quand vous avez quelqu'un qui aime partager les savoirs et la connaissance, être ensemble avec vous, vous êtes vraiment bien. Pas de jalousie, il n'y avait rien. Mais quand vous commencez à monter autre, non, c'est pas bon. Donc, et c'est sens là. Donc, je commence par le savoir et la connaissance, l'expérience. Il faut toujours avoir l'expérience. Deux, le sens des convictions et de l'engagement. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous n'avez plus peur. Trois, le patriotisme, c'est très important. Parce que vous n'allez pas vendre votre pays pour une femme, vous n'allez pas vendre votre pays pour 50 euros, vous n'allez pas vendre. Donc, vous voyez ça. Quatrièmement, c'est le panafricanisme. Donc, nous ne pouvons pas sortir de cette réorganisation du monde qui se dessine peut-être contre nous ou qui sera peut-être pour nous si nous ne pensons pas au panafricanisme. Donc vous devez toujours, chaque jour, penser au panafricanisme. Les Africains dans chaque pays d'Afrique ne sont pas les ennemis, ils sont là. Donc il faut intégrer des règles d'immigration et autres pour que chacun soit libre et dit en Afrique chez lui. Vous n'avez pas dit, ah oui, il est des Ouest Africains, il est du Nord, il est de ceci. Non, non, ils sont en Afrique. Vous avez compris, les panafricains commencent par là. Parce qu'au moment où l'Afrique sera debout, nous serons respectés partout dans le monde. Debout, c'est le sens des respects déjà des institutions, des constitutions, le sens des respects des règles économiques, du business et beaucoup des fondamentaux des États et autres. C'est déjà ça. Enfin, il faut, au cinquième critère, c'est surtout l'universalisme. C'est très important. Nous sommes dans un monde interdépendant. Donc, vous n'allez pas être contre la France ou contre tel pays ou comme ça de manière subjective. Non, il faut avoir des arguments objectifs. Pour nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas contre la France. Nous sommes contre la France-Afrique. Elle nous pose bien des soucis. Les soucis des libertés fondamentales, de la dignité humaine, de la souveraineté des peuples, les soucis des fondamentaux des États et surtout de la société et de la civilisation. La France ne s'est pas décolonisée. Et aujourd'hui, Macron va lancer des fatwas contre la Russie en Afrique, alors que, historiquement, depuis le 15e siècle, nous le savons, et nous subissons encore le néocolonialisme, l'impérialisme français en Afrique. Donc la France doit commencer à se décoloniser déjà pour avoir des arguments dans un monde déjà interdépendant, une génération hyper visible qui connaisse maintenant tout. Aucun président français ne peut parler de l'Afrique à la place des Africains. Je connais mieux l'Afrique. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Moi, je connais trop bien l'Afrique, les rapports entre l'Afrique et l'Occident, les rapports entre l'Afrique et la France. Et historiquement, ce qu'on appelle la société et la civilisation. Mais je peux encore aller plus loin, à 13 000 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire depuis la création de l'univers, en passant par la création de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. Et de la commencement de la vie, il y a
3,8 milliards d'années, puis au début des aires géologiques que nous connaissons, les précambriens, les primaires, les secondaires, les tertiaires, le début de le quaternaire, le début de la civilisation, la paléontologie, et la attends, j'ai perdu la tête là, parce que là, les néolithiques, le paléolithique, d'abord, le paléolithique, après le néolithique, après arrivé les empires chinois, l'égyptologie, et jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, en passant par l'empire grec, Jésus-Christ, l'empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, passant par la terre négrière, la Renaissance, le siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle aujourd'hui. Nous sommes au 20e siècle. Voilà pour la petite chronologie historique de ce monde brut. Je vous remercie. À bientôt.